Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Alors, ici André Pelchat, qui vous souhaite la bienvenue en compagnie de mon habituel complice Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on a, comme ça a été le cas beaucoup cette année, des sujets sans rapport l'un avec l'autre. Moi, je vais parler d'un personnage de l'histoire du Canada, Luc de la Corne, chevalier de Saint-Luc, qui va connaître une aventure, disons en bref, après la conquête, qui a voulu s'en retourner en France. Il ne s'est jamais rendu. Et pourtant, il n'est pas mort. Il est éventuellement mort, là, mais pas cette fois-là. Et toi, tu vas nous parler de... On va parler de genèse de l'invention, d'épiphanie, d'erreur et de sérendipité. Malgré l'apparence, je ne cherchais pas un sujet, je l'avais. J'ai eu la chance de travailler à redonner vie à des artefacts de l'histoire en me basant, par exemple, sur des dessins de demande de brevets. Quand on fait ça, on se trouve un peu à vivre qu'est-ce que l'inventeur a vécu, a pensé pour l'amener au point où le projet, l'invention est apparue, le processus. C'est ça qui m'intriguait, puis c'est pour ça que j'ai commencé un peu à chercher sur le sujet. La sérendipité, c'est un mot qui est un peu complexe, mais l'Office québécois de la langue française, depuis 1973, nous accorde le mot fortuité, que je trouve qui est quand même plus approprié. C'est un mot qui vient d'un conte des Mille et une nuits, sans raconter toute l'histoire qui va avec, là, mais ça veut dire qu'il y avait un rapport, comme tu disais, avec la découverte. C'est ça, des gens qui cherchent quelque chose, ils ne le trouvent pas, mais ils trouvent autre chose. Le besoin crée l'invention, c'est la base de tout. On a des personnes, le commun des mortels, qui se retrouvent face à une situation qui va l'irriter, par exemple, ou qui va être dangereuse, catastrophique même. Et puis de là, il va se mettre à la tâche et puis essayer de trouver la façon, la solution. C'est la naissance habituellement comme ça. Par contre, on voit des inventions, des découvertes qui sont faites elles-mêmes. Quand on parle de fortuité, on peut inclure dans ça, par exemple, des découvertes par accident, par un concours de circonstances. C'est certain, quand on est dans le domaine de la recherche, on va déboucher sur une invention un jour ou l'autre, mais est-ce que ça sera bien l'invention qu'on cherchait? On va peut-être découvrir par erreur quelque chose, par le hasard pur aussi. C'est arrivé par inadvertance. On renverse quelque chose par maladresse, évidemment, par mégarde et par négligence professionnelle. Ça, c'est à peu près ce que j'ai pu voir là, qui était le plus présent. Un classique, la découverte, par exemple, des antibiotiques, de l'antibiotique, la pénicilline, par dénommé Fleming en 1928. La légende raconte qu'il était brouillon dans son laboratoire et puis il laissait traîner des disques de pétri qui sont un accessoire dans lequel on développe des bouillons de culture. La boîte de pétri. Un récipient. Et la fenêtre ouverte et alors là, le vent a apporté un spore qui s'est déposé et puis la réaction elle a tué ce qu'il y avait alentour. Donc, ça l'a intrigué. La réalité est un peu plus prosaïque dans le sens que c'est une contamination croisée entre deux laboratoires, celui du département de mycologie qui est à l'étage en dessous et donc on a pu identifier assez rapidement la bactérie en question ou le spore en question et ça a débouché évidemment sur une recherche plus ample. Un autre exemple qu'on voit, c'est par exemple en 1946, la découverte qu'on peut utiliser les micro-ondes pour faire la cuisine. Alors, un dénommé Percy Spencer, qui est un chercheur chez Raytheon. Raytheon, c'est ceux que, par exemple, une firme qui fabrique des radars et de l'électronique pour les militaires. Et puis, il y a une barre de chocolat sur lui. Il est baigné dans un aura de micro-ondes et la barre fond dans ses poches. Alors là, intrigués par ça, ils vont essayer différentes nourritures, dont des œufs. On a vu le résultat, ça leur a explosé au visage. Et ça fait partie de la recherche. De là, les premiers fours à micro-ondes, qui s'appelaient d'ailleurs Radar Range, qui veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est basé sur le radar, le magnétron. D'ailleurs, l'invention même du magnétron à cavité, c'est assez étrange. Ça pourrait être un sujet assez intriguant, disons, en Deuxième Guerre mondiale.
Un autre exemple, là, vraiment de fortuité, là, puis c'est le velcro. En fait, on pourrait dire que c'est un chien qui est à l'origine de cette invention-là, et puis une plante qu'on connaît, la bardane, qui est cette espèce de boule piquante. Évidemment, tout le monde a eu affaire avec ça, mais qui s'est donné vraiment la peine de mettre ça sous un microscope pour comprendre ce qui s'était passé, et de là, l'invention d'un produit qui est tellement utile et qu'on retrouve partout aujourd'hui à grandeur de la planète. Le mot velcro, c'était tout simplement un genre d'acronyme qui a été inventé de son nom. Et crochet. Et crochet, exactement. D'ailleurs, quand on était petit, on appelait ça des pépiques. Des pépiques. Et, une chance qu'ils n'ont pas pris ce nom-là pour donner l'invention. Oui, combien de fois on en a eu? Parlant de jeunesse, la pâte à modeler Play-Doh, c'était à l'époque employé pour nettoyer le papier peint qui était très populaire en décoration. Sauf que en fait, le produit était fabriqué par deux frères, des dénommés McVicker, qui n'avaient aucune idée de ce qu'il y avait réellement entre les pattes. Et voilà que le papier peint vinyle arrive, et du jour au lendemain, la demande pour le nettoyant de forme de pâte comme ça disparaît pratiquement. La belle-sœur d'un des deux enseigne dans une école. Elle va prendre ce produit pour l'utiliser en tant que pâte à modeler, sous le nom de argile de modélisation. Là, c'est là qu'il y a la fortuitude. Comment un produit industriel de nettoyage va se retrouver dans une garderie? Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ça aurait pu se produire. Il y aurait eu des tests, puis probablement que tous les niveaux d'administration de la santé s'en seraient mêlés, la toxicité. Mais par contre, il s'est avéré que le produit était absolument inoffensif. Et puis, ça a été un succès mondial, planétaire, au moment où on a rajouté une odeur, un parfum, un goût peut-être aussi. C'était absolument pas toxique. Une erreur grandiose d'une manifestation de fortuité, c'est la découverte de l'Amérique. Bien évidemment, notre ami Christophe Colomb a un peu dévié de sa trajectoire. Il cherchait totalement autre chose. Lui, Christophe Colomb cherchait la route vers les Indes et la Chine, mais il voulait aller il est allé en ligne droite. Il ne savait pas qu'il y avait un continent sur la route. D'ailleurs, lui-même, il s'en est jamais rendu compte. Mais la découverte était là quand même. Il cherchait les Indes, il cherchait une terre nouvelle. C'est pas celle qu'il a trouvée, évidemment, qu'il cherchait, mais la découverte demeure. Puis la découverte, elle ne serait pas arrivée à Christophe Colomb, mais à quelqu'un d'autre, certainement. C'était probablement déjà... le plus drôle, c'est qu'il a été bien chanceux de faire cette découverte-là, parce que d'après les calculs qu'il avait fait pour la distance entre l'Europe et les Indes, il était totalement faux. Ouais. Il serait mort de faim bien avant d'arriver s'il n'y avait pas eu l'Amérique en cours de route. Ça, et la seule chose, c'est que, comme je disais, il a jamais voulu admettre que c'était des nouvelles terres. C'est souvent le cas, d'ailleurs, dans ces cas. Il est mort convaincu d'avoir touché l'Asie. Mais un autre exemple, les anneaux d'Uranus, la planète Uranus, découverte ou redécouverte, réalisée par hasard par des astronomes amateurs en 1977. Je vais les nommer, James Elliott, puis Edward W. Dunham, Douglas J. Ming. C'était une découverte majeure parce que avant ça, tout le monde ignorait totalement l'existence d'anneaux autour de cette planète. Et cette découverte-là a amené aussi à d'autres réalisations scientifiques au sujet de notre système solaire. En 1799, la pierre Rosette. Oui. Alors voilà, ça, c'est lors de la conquête de l'Égypte par Napoléon. C'est tout simplement un officier français, lieutenant du génie. Il portait bien sa fonction. Pierre-François Bouchard, il y avait eu des travaux de terrassement qui avaient été faits au cours des siècles précédents, et beaucoup de matériaux, dont la fameuse pierre de Rosette, qui comportait un texte en grec, en latin et en égyptien, hiéroglyphe, ce qui a permis de faire des avancées incroyables dans la compréhension de la langue égyptienne d'ailleurs. Mais cette découverte-là a été faite si la promenade de ce monsieur Bouchard ne l'avait pas amené près des constructions.
eh bien, ça aurait pris encore beaucoup plus de temps avant qu'on comprenne ce qui s'est passé réellement Et en Égypte antique. Oui, c'est ça, effectivement, traduire. 1947, les manuscrits de la mer Morte, encore là, une découverte qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et puis encore aujourd'hui, tout est baigné dans je dirais presque la controverse historique autour de ça, les religions étant impliquées. Ça a pris seulement un berger qui est intrigué par des cavernes. Comment se fait-il que personne n'y avait été au cours des siècles précédents? Et voilà que cette découverte-là se fait... Ah, je pense qu'il cherchait une brebis ou quelque chose comme ça. C'est le cas de le dire. Alors la chance a joué là-dedans aussi. En 1975, 3000 statues sont découvertes, les guerriers de terracotta, dans le tombeau du premier empereur chinois. Encore là, s'il s'agissait de paysans qui creusaient un puits, tout simplement, c'était enterré et complètement perdu, comme les cités mayas et incas. Il a fallu avoir soif et puis creuser un puits. On découvre quelques fragments de poterie, ça intrigue les archéologues et voilà, aujourd'hui, on a la plus majestueuse et grandiose découverte archéologique en Chine et probablement au monde. Et on n'a même pas tout déterré encore. Cet empereur-là avait vraiment des idées de grandeur. 1985, celle-là, je connais bien, la découverte de l'épave du Titanic, c'est pas ça qu'il cherchait réellement. En 1968, la marine américaine avait perdu 2 bâtiments, des sous-marins, le Thresher et le Scorpion. Ça a été une très mauvaise année d'ailleurs pour la marine mondiale. 1968, c'est assez intriguant, là. Et le docteur Robert Ballard de l'Institut océanographique de Woods Hole recherchait pour la marine à documenter les épaves en très grande profondeur parce qu'il possédait la technologie pour le faire. Et voilà que cet homme qui rêvait toute sa vie de découvrir l'épave du Titanic, ben ça l'a amené à ça. Donc, en cherchant d'un côté, une porte s'ouvre souvent de l'autre côté, puis on va mettre à jour des mystères incroyables comme l'épave du Titanic. Par exemple, c'est ça. Et je sais que dans la ville de Mexico, par exemple, au centre-ville, il ne se passe pas un projet de creusement de plomberie ou de réparation de plomberie sans trouver un vestige aztèque à chaque fois, littéralement. On va laisser un peu l'archéologie, puis on va aller retourner un peu du côté de la science utilitaire, les polymères, le plastique. Oui, on est à peu près à moitié de l'émission. Alors, je vais accélérer un peu le plastique, le processus. 1939, la vulcanisation du caoutchouc. Alors, on a notre ami Goodyear qui renverse une mixture. Il est fâché, il pitche ça par la fenêtre. Le lendemain, il récupère ça dans la neige. C'est vulcanisé. Grande découverte, le téflon. Découverte de la même façon, par hasard pour les uns, par accident pour quelqu'un d'autre. Mais j'aurais voulu parler des édulcorants. Là, il va y avoir 5 édulcorants différents qui vont être découverts parce que les gens se mettent les doigts dans la bouche dans les laboratoires. Et il y en a pour le sucre. Oui, exactement, pour le sucre. Et un étudiant indien va méprendre le mot « taste » et le mot « test ». Alors voilà. Il va y goûter. Il va lui goûter et ça va être la naissance justement de l'édulcorant du sucre. On disait en placotant un petit peu plus tôt, il n'y a aucun moyen scientifique de vérifier que quelque chose est sucré, sauf d'y goûter. Alors la découverte va se faire d'elle-même ou justement par négligence. Mais le dernier endroit où je me laverai pas les mains, c'est effectivement un laboratoire. Pourtant, c'est arrivé à 4 reprises. C'est ça. Alors moi, mon sujet, ça porte sur un personnage qui est important dans l'histoire de la Nouvelle-France. Luc de Lacorne, c'est connu aussi sous le nom de Saint-Luc. Alors lui, il va être un militaire important dans l'histoire de la Nouvelle-France, mais il est surtout passé à l'histoire pour l'aventure qui lui est arrivée quand il a voulu retourner en France et que finalement, il l'a pas fait. Alors, c'est ce qui arrive, Luc de Lacorne, né en 1711 dans la seigneurie de Contrecoeur, près de Montréal, donc qui est un héritage parce que son père était venu de France, mais avait épousé la fille du seigneur de Contrecoeur. Alors lui est un noble donc de la Nouvelle-France. Il choisit le métier des armes, comme son frère et ses 4 frères aînés. Mais il pratique également le commerce des fourrures.
parce que c'était plus ou moins payant, militaire, et les revenus, surtout seigneuriaux, en Nouvelle-France, à cette époque-là, étaient pas suffisants pour maintenir le train de vie qu'on croyait qu'un seigneur devait avoir. Ça va devenir payant, les seigneuries, au 19e siècle seulement. Donc, il doit faire autre chose. Heureusement pour lui, il y a une dérogation qui existe pour les nobles en Nouvelle-France. En France, un noble ne pouvait pas faire de commerce sans perdre son statut de noble. On appelait ça déroger. Mais ici, on pouvait. Alors, justement, à cause des faibles revenus seigneuriaux. Donc, lui, il s'est lancé dans le commerce. Quel commerce? En Nouvelle-France, forcément, le commerce des fourrures. Alors, il est devenu marchand équipeur. On va signer plus de 85 contrats de traite. Il va faire affaire avec de nombreux postes de traite, dont beaucoup dans l'Ouest. Tout ça va l'amener progressivement à faire des contacts avec les Autochtones. Et il va devenir familier avec plusieurs langues autochtones, connaît bien les peuples autochtones, et eux le connaissent, ce qui est important parce que ça fait des relations personnelles, et ça va être très important quand la guerre de 7 ans va arriver, et qu'il va participer à la guerre, et on a beaucoup d'alliés amérindiens. Ça prend quelqu'un que ces gens-là connaissent. Lui, il va même les commander, souvent directement, va être considéré même comme un chef indien, un chef autochtone chez plusieurs nations. Alors, il continue son commerce, et avec la solde militaire et le commerce, il va devenir quelqu'un d'assez riche. Et en 1744, il va acheter une maison sur la rue Saint-Paul à Montréal, près de la place Royale actuelle, plutôt de la place, oui, c'est ça. 1742, il épouse Marianne Hervieux, qui vient d'une des plus riches familles de Montréal, dont il va avoir 9 enfants. Donc, oui, à l'époque, on peuplait beaucoup. Donc, il est vraiment installé dans la colonie. Et là arrive la guerre de 7 ans. Les militaires de carrière, forcément, il va participer. Et notamment, il avait 2 raisons. D'abord, on s'attendait qu'il participe. Deuxièmement, il était ami avec l'officier de Jumonville qui a été tué en 1754, et c'est ça qui a déclenché la guerre. Donc, dans une embuscade tendue par un certain capitaine virginien nommé George Washington. Et là, la guerre éclate, et lui, il va participer à plusieurs batailles, notamment au fort Oswego en 1756. Il va combattre aux côtés des Amérindiens, des troupes canadiennes, et il préfère surtout les missions d'éclaireur, de la guérilla dans les bois, et il va jouer un rôle de premier plan pour convaincre les nations autochtones de participer à la guerre, et ensuite à la prise du fort William Henry, où va avoir une très importante participation autochtone. Cette bataille-là est d'ailleurs connue par le roman Le Dernier des Mohicans, et on sait que ça a mal tourné parce que ça a été une victoire, mais le général Montcalm avait promis aux troupes anglaises et surtout aux civils qui avaient dans le fort que s'ils se rendaient, ils ne seraient pas molestés. Mais ça a été mal compris par certains des alliés autochtones qui venaient, dont certains n'étaient pas les alliés habituels, c'était des gens qui venaient de loin. La communication avec eux autres était plus difficile, et ils ont attaqué et massacré les réfugiés qui sortaient du fort. Ça va être retenu contre les troupes françaises lors de la conquête, ça. Donc, Luc Lacorne va être bien déçu de tout ça. Et on va voir que les bateaux, ça porte pas chance à M. Lacorne. La même année, il perd ses 2 fils parce qu'ils sont sur un navire qui voyage vers la France et qui est attaqué par un navire anglais. Et le navire, le Diamant, va prendre feu et exploser, tuant la plupart des passagers. Alors, malgré les Anglais qui essayaient de sauver les survivants. Alors, l'année suivante, il est toujours à la tête de ses alliés amérindiens lors de la bataille du Fort Carillon, grande victoire française encore. Et là, ils vont continuer après ça à faire des embuscades, ainsi de suite. Et il va même prendre part à la dernière victoire française en Amérique, la bataille de Sainte-Foy en 1760. Il va être blessé là-bas. Là, c'est la prise de Montréal. Après ça, et la corne de Saint-Luc, qui a été décorée de l'ordre de Saint-Louis
donc la plus haute distinction française. Et en plus, il y a des fiefs en France, lui, par héritage. Donc, il va décider, comme bon nombre d'officiers, de nobles canadiens, de repartir vers la France. Alors, en octobre 1761, il va quitter Québec à bord d'un navire qu'on appelle l'Auguste. Un navire affrété par les Anglais, justement pour ça. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a une controverse autour de ce navire-là. Beaucoup de Français disant qu'on n'aurait jamais dû embarquer des gens sur ce navire-là pour les traverser. C'était un rafio en mauvais état. Les Anglais disent que c'est pas sûr. En réalité, on ne le sait pas parce que la fiche, bizarrement, du navire de l'époque est vierge. Le papier n'a pas été rempli. Donc, on ne sait pas réellement ce qui arrive. Ce qui est sûr, c'est que le navire va être pacté avec plus d'une centaine de passagers, dont ses 2 derniers fils à Saint-Luc, son frère, puis 2 neveux, et plusieurs nobles, dont des femmes et des enfants. Et donc, Saint-Luc entretient une correspondance, mais il tient un journal. Alors, et là, il va raconter en détail, c'est lui qui raconte en détail le voyage de l'Auguste. D'abord, ça part mal, ce navire-là, qui quitte Québec en automne, quand même, au mois d'octobre. Déjà une époque où, normalement, on arrêtait de naviguer plutôt que de continuer. Alors, il part, c'est le golfe Saint-Laurent. On sait, le golfe Saint-Laurent, une des pires mers au monde au niveau du climat. Au large du Cap-Breton, une grosse tempête qui arrive et l'équipage est épuisé. Et finalement, on essaie d'échouer le navire. Il va y avoir seulement 7 survivants, dont Luc de Lacorne, qui a perdu son frère, ses fils et ses neveux, et la plupart de ses amis. Alors, il était parti de Montréal le 27 septembre, et là, bon, cette catastrophe qui arrive, et donc, on n'est même pas sûr de l'identité exacte du navire, de ce navire-là, l'Auguste. On ne sait pas trop d'où il sortait. Il y en a un autre qui s'appelait le même, mais il n'y a rien qui dit que c'était le même. On est vraiment là une espèce de mystère autour de l'identité de ce navire-là, qui, lui, c'est vrai, Saint-Luc est arrivé à Québec le 7 octobre, mais c'est le 12 octobre que le navire est parti. Donc, en plein automne, à peu près la pire saison, avant l'hiver, là, pour naviguer. Et donc, c'est ce naufrage et le navire prend l'eau, et après plusieurs heures de lutte contre la tempête, les chaloupes qui sont amarrées l'une dans l'autre sur le pont sont écrasées par un coup de mer, les plus petites tombent à l'eau. On n'a pas il y a ceux qui vont réussir à embarquer dans la dernière chaloupe, le capitaine, Saint-Luc de Lacorne, un certain caporal Laforêt, 2 soldats nommés Monnier et Laforce, et les domestiques, Étienne et Pierre, domestiques de Saint-Luc. Alors, et là, on est échoué. Il y a des cadavres partout qu'il faut enterrer, dont celui des frères de la famille de Saint-Luc, qui enterre ses membres de sa famille à ce moment-là. Et là, on entreprend le voyage de retour. À partir de là, on est sur la côte du Cap-Breton. Imaginez-vous, c'est des falaises, c'est ce qui est Cabot Trail. On est vraiment en brousse. C'est une région à peu près pas peuplée. On a enlevé les Acadiens qui ont été déportés. Il reste quelques Micmacs. Et là, ils rencontrent ces Indiens Mi'kmaq et la chance, ils le connaissent. Et ils le reconnaissent, celui qui les a commandés. Non, c'est vrai, ça j'allais dire. Au début, ils ne le reconnaissent pas. Il est tellement magané, amaigri, la barbe qui pousse, il n'est pas habillé, il n'est pas en uniforme, son linge est en haillons. Alors là, ils ne veulent pas le reconnaître au début. Ils disent non, c'est pas vrai. Tu n'es pas le Luc de Lacorne. Il va réussir à les convaincre en disant « Oui, j'ai été avec toi. » Parce que c'était des Indiens qui, individuellement, ils les connaissaient. « J'ai été avec toi à telle bataille, etc. Tu as fait telle chose, tu m'avais dit. » Et là, ils commencent à... Et finalement, ils vont le reconnaître. Là, on n'est pas loin de Louisbourg. Mais Louisbourg, à cette date-là, est contrôlé par les Anglais, qui vont d'ailleurs la détruire complètement. Et là, on a peur de se faire déporter en France ou en Angleterre. Et là, Luc de Lacorne décide
entreprendre le long voyage en raquette, en plein hiver, parce que l'hiver est arrivé entre-temps, vers Québec. Il y a Pierre Dupensier, un domestique, qui a survécu au naufrage, qui va accepter de faire le voyage avec Delacorne. Les 3 autres rescapés, dont le capitaine, vont opter pour s'en aller à Louisbourg. Et il y a 2 rescapés qui avaient dû être laissés à Ingonish quelques jours auparavant. C'est des Anglais qui vont aller les récupérer éventuellement. Alors, avec quelques Acadiens restés sur place qui ont échappé à la déportation et quelques Micmacs rencontrés en chemin, Saint-Luc et son domestique vont partir le 12 décembre, imaginez-vous, en raquette. Et là, finalement, Pierre, le domestique, va se décourager et va rester à Pomquet, où il restait quelques Acadiens, puis il va rester avec eux. Lacorne va continuer seul avec ses guides amérindiens. Le domestique va finir par revenir à Montréal par d'autres moyens, par exemple. Le 8 janvier 1762, donc rendu dans l'autre année, Saint-Luc arrive au fort de Beauséjour, et là, qui est dans le Nouveau-Brunswick actuel, et là, il va être reçu cordialement, puis il va dormir dans un vrai lit pour la première fois depuis 2 mois. Et là, il va entreprendre la remontée de la rivière Saint-Jean, qui traverse le Nouveau-Brunswick, va arriver le 22 février à Kamouraska, chez les seigneurs de Saint-Jean-Port-Joli. Ça donne bien, ils les connaissaient. C'était un petit monde, l'aristocratie de la Nouvelle-France. Alors là, en carriole, il va finir par atteindre Québec. Et il va décider finalement de rester pour le restant de sa carrière. C'était ça la question, justement. Est-ce qu'il allait retourner? Non. Ben, pas retourner, mais il a abandonné l'idée d'aller en France. Je pense que les voyages, il y en avait assez. Ah, c'est compréhensible. Il va décéder en 1784 dans son lit. Ça, on peut dire. Alors voilà, c'est tout le temps qu'on a et c'était nos 2 sujets pour aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat qui vous dit bonsoir et à la semaine prochaine. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.